Chers amis, certains ont évoqué les Jeux Olympiques de Munich en 1972, au cours desquels un commando palestinien, dit de Septembre Noir, a pris en otage un certain nombre d'athlètes israéliens. Et tout cela, cette opération s'est terminée par une tragédie, par un massacre. Si cette opération revient sur le devant de la scène, c'est parce qu'il y a eu une sorte de mini-scandale. Certains ont voulu attribuer à un député français de la France Insoumise une sorte d'analogie, de glorification de cette opération de commando de Septembre Noir. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Il y a un narratif qui a été conçu et qui depuis des années dit cette chose très simple. À Munich, en 1972, les Palestiniens ont massacré des athlètes israéliens. Rien n'est plus sujet à caution que ce narratif. Tout commence le 5 septembre 1972. Nous sommes à Munich. Qui est ce commando ? D'où vient-il ? Alors ce commando, dit de Septembre Noir, fait référence à des événements qui se sont déroulés en Jordanie en 1970 puis 1971. Ces événements ont mis aux prises les organisations combattantes palestiniennes avec l'armée jordanienne. L'armée jordanienne a mené un assaut contre les camps d'entraînement palestiniens et aussi les camps de réfugiés palestiniens de Jordanie. Et c'est en Jordanie que se trouve à l'époque le plus grand nombre de réfugiés palestiniens. Cet assaut correspond à une montée en puissance des organisations révolutionnaires palestiniennes et qui, à cette époque, en 1970, alliés à d'autres forces populaires jordaniennes, entendaient renverser la monarchie jordanienne, coupable de trahison avec l'impérialisme et l'ennemi sioniste. Les organisations palestiniennes ont subi un grave revers militaire. On parle de 10 000, 15 000 morts parmi les organisations palestiniennes. La direction palestinienne, à partir de ce moment-là, a dû quitter la Jordanie, son sanctuaire jusque-là, et a dû s'installer au Liban. Au Liban, où existent également des camps de réfugiés palestiniens, tout comme en Syrie et tout comme dans d'autres pays du Moyen-Orient. Du coup, est née une organisation qu'on appelle Septembre Noir, qui fait donc référence à ces événements sanglants, et elle a décidé de mener un certain nombre d'opérations contre d'abord des régimes arabes traîtres. C'est ainsi que le Premier ministre jordanien sera assassiné. Il sera assassiné au Caire au cours d'un déplacement. Mais cette organisation mènera aussi d'autres opérations. Et c'est ainsi qu'au mois de septembre, le 5 septembre 1972, cette organisation est décidée à mener une opération contre les athlètes israéliens à Munich. Alors, pourquoi viser ces athlètes ? D'abord le contexte. On a un contexte régional qui est extrêmement violent. Et on a régulièrement des vagues de bombardements sur les camps de réfugiés palestiniens, donc du Liban, de Syrie. Par ailleurs, on a aussi des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Et rappelons que les Israéliens refusent de considérer ces prisonniers aussi bien comme des prisonniers politiques que comme des prisonniers de guerre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun statut et donc ils sont soumis à un arbitraire terrible, soumis à la torture, etc. C'est pour ces raisons que l'organisation Septembre Noir a décidé donc de mener cette opération. Le véritable nom est Iklit et Bil'aham. Iklit et Bil'aham, du nom de deux villages palestiniens détruits en 1948. Et d'où sont originaires un certain nombre des membres du commando palestinien. À l'époque, la révolution palestinienne est très peu connue, le sort du peuple palestinien est très peu connu, et des mots comme le mot Nakba ne veut strictement rien dire à personne en dehors du monde arabe. Le mot réfugié palestinien, certes, il est connu, mais on connaît surtout le nom de réfugié arabe, parce que même le nom palestinien est peu connu, si ce n'est avec l'adjectif terroriste, accolé à l'adjectif terroriste. Donc en Occident, ou dans le reste du monde d'ailleurs, on connaît peu la révolution palestinienne. On a environ 650 millions de spectateurs à l'époque qui regardent du monde entier, qui regardent ces jeux. Et donc mener une opération, c'est d'abord un outil de propagande. Et c'est donc ainsi que cette opération a été conçue. Elle commence en fait le 5 septembre 1972 à Munich. 8 combattants débarquent au village olympique. Après moult péripéties, il réussit à entrer dans le village olympique et à accéder au pavillon israélien. Au cours de cette prise de contrôle du pavillon israélien, il va y avoir des combats à l'intérieur, une bagarre va éclater. D'abord un, puis deux
membres de la délégation sportive israélienne vont être tués. Mais rapidement, le commando se rend maître des lieux et vont alors commencer d'âpres négociations. Les autorités allemandes, dans un premier temps, en tout cas, vont feindre d'accepter de négocier. Et c'est ainsi qu'en fin de journée, eh bien, on va aboutir à un accord. Les revendications palestiniennes sont les suivantes. Libération des prisonniers politiques palestiniens, de 250 environ prisonniers politiques palestiniens, mais aussi arrêt, et ça on ne le dit pas assez, arrêt des bombardements israéliens sur les camps de réfugiés palestiniens du Liban, de Syrie, et aussi libération de 2 membres d'une organisation révolutionnaire allemande, la Fraction Armée Rouge, les membres fondateurs, Andreas Bader et Ulrike Meinhof, qui sont donc en prison, et ce sont des militants révolutionnaires allemands qui ont pris part, qui soutiennent la révolution palestinienne. Donc il y a donc 9 athlètes israéliens, plus les 8 membres du commando. Tout ce beau monde prend place à bord de minibus qui les conduisent à des hélicoptères. Ils prennent place à bord des hélicoptères, et ces hélicoptères sont censés amener à un aéroport où les attendent un Boeing qui normalement devrait charger tout le monde, les emmener vers un pays arabe. Apparemment, ça aurait été l'Égypte. Ça aurait été parce qu'évidemment les choses ne sont pas déroulées exactement comme cela. Tout devait mener au fiasco. Les Allemands n'avaient pas de tireurs d'élite à disposition. Ils ont recruté sur place des tireurs d'élite de clubs de tir locaux, 5 tireurs d'élite. Deuxièmement, ces tireurs d'élite n'avaient pas d'équipement, ni de lunettes de vision nocturne, ni même de lunettes tout simplement. Donc comment intervenir la nuit, parce qu'il fait nuit. Alors ce qui aurait pu être un avantage pour les policiers allemands s'avérait au contraire une difficulté supplémentaire dès lors qu'ils ne disposaient pas de lunettes de vision nocturne. Autre problème, et non des moindres, les policiers allemands comptaient sur l'intervention de 2 blindés. Manque de chance, ces blindés sont restés bloqués dans les embouteillages. Et c'est le blocage justement de ces blindés dans les embouteillages qui fait que des policiers allemands qui étaient déguisés en membres d'équipage du Boeing, donc il y avait un faux équipage qui était donc constitué de policiers, eh bien quand ces policiers se rendent compte que les blindés ne seront pas là, eh bien ils refusent de courir un risque inutile et ils décident de déserter carrément. Ils votent d'ailleurs et ils décident d'abandonner les lieux, de partir sans même prévenir leurs supérieurs. Enfin, autre problème, on a mal évalué le nombre de membres du commando. On pensait qu'ils étaient 5, en fait ils sont 8, ce qui change les choses considérablement. Puis j'en passe, que d'autres problèmes au niveau de la piste, au niveau de l'éclairage et des choses comme cela. Alors le ministre de l'Intérieur allemand, qui était venu en même temps pour assister à cet épisode dans un 3e hélicoptère, a rebroussé chemin. On peut supposer qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, il allait mettre les pieds dans un guêpier. Les membres du commando arrivent sur place et il délègue 2 des leurs pour aller inspecter le Boeing, pour voir si effectivement il n'y a pas un piège. Et ces 2 membres du commando vont voir le Boeing, et dès l'instant où ils se rendent compte que le Boeing est vide, évidemment, les policiers avaient déserté, et bien là, évidemment, il y a anguille sous roche. Ils ont le sentiment d'être tombés dans un piège, et au moment où ils rebroussent chemin pour retourner aux hélicoptères, c'est là qu'ils sont abattus de sang-froid donc, par les tireurs d'élite. Et là-dessus, les faits sont prouvés. Je veux dire, il suffit de reprendre les éditions du journal Le Monde, entre autres, du 7 septembre. Le feu a été ouvert par les tireurs d'élite de la police allemande, qui, sans sommation, ont tiré sur les membres du commando. Constatant que 2 des leurs aient été abattus, eh bien, c'est le début d'une fuite. Ça tire de tous les côtés, sans qu'il soit possible de savoir qui a tué qui. Au cours de ce chaos, un véritable chaos, eh bien, un carnage va se produire, puisque au final, tous les athlètes sont tués. 3 des membres du commando réchappent, sont blessés et réchappent, sont capturés. C'est un fiasco total, d'autant que si l'on prend la presse d'aujourd'hui, si l'on prend même les manuels scolaires, ce mensonge est répété à l'infini. Les Palestiniens à Munich ont assassiné des athlètes. Donc on voit que les choses ne sont pas déroulées exactement comme cela. Si les Palestiniens ont bel et bien pris en otage des athlètes, si 2 des athlètes ont été tués lors de la prise d'assaut, il est évident que le but était évidemment de les conserver en vie comme monnaie d'échange.
Et il n'y a jamais eu, je le dis bien, jamais eu d'enquête sérieuse pour déterminer quelle balle avait tué qui, etc. En plus, c'est une enquête qui aurait pu être faite, pas du tout. D'emblée, tout le monde voulait imputer la mort des athlètes aux Palestiniens. Les forces de police montent une embuscade à l'aéroport, mais avec seulement 5 tireurs inexpérimentés, alors que le commando est constitué de 8 terroristes. La catastrophe est programmée et pourtant les autorités allemandes ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. Il existe un rapport officiel qui a été rendu une dizaine de jours après l'attentat et la conclusion de ce rapport dit clairement « Nous n'avions pas d'alternative, donc nous avons fait les choses correctement ». Et pourtant, à l'époque, personne ne pouvait vraiment savoir ce qui s'était passé. Les témoins n'avaient pas tous été interrogés. La police, tout comme le ministère de l'Intérieur, voulait avant tout se protéger. Comment expliquer ce fiasco ? Pour les Israéliens, cela ne fait aucun doute. Les Allemands sont responsables de tout. Leur impréparation, leur amateurisme, leur refus d'accepter la solution que proposait le Premier ministre israélien Golda Meir, à savoir de laisser intervenir un commando du Mossad qui aurait été dépêché spécialement pour cela à Munich. Donc apparemment, tout serait la faute des Allemands et qui n'auraient pas su gérer la situation, etc. Dire que ce sont uniquement les Allemands qui seraient responsables de ce fiasco, ça allait vite en besogne, parce que la question qui se pose, c'est on connaît les Allemands, on connaît un certain niveau de préparation qu'ils sont capables de mettre en place. Et on ne comprend pas pourquoi ils se seraient lancés dans une opération aussi risquée comme cela. Pourquoi ont-ils décidé de récupérer les otages alors que l'affaire était vraiment très mal engagée? Qui leur a demandé de rompre l'entente qui avait été engagée avec les membres du commando? Qui leur a demandé finalement de changer leur plan? Parce qu'au départ, ils étaient quand même partis. Je pense qu'on peut faire confiance à certains des protagonistes d'époque qui disent que les Allemands avaient décidé de négocier. Alors qui, au dernier moment, leur a demandé de ne pas tenir parole et d'essayer de récupérer par la force les otages? Ce sont des questions qui se posent toujours aujourd'hui. D'aucuns pointent du doigt, au contraire, Tel Aviv, et notamment le Premier ministre israélien Golda Meir disait qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc il est hors de question de négocier avec les terroristes. Cela fait aussi écho avec la fameuse doctrine Hannibal qui a cours actuellement dans l'armée israélienne à Gaza, mais déjà auparavant depuis 2014. C'est une doctrine selon laquelle tout soldat israélien capturé doit s'attendre à ne recevoir aucun secours de la part de l'armée israélienne, mais éventuellement à périr avec ses ravisseurs. Beaucoup d'éléments nous amènent à penser que cette doctrine Hannibal avait déjà cours à l'époque de l'opération de Munich. On ne négocie pas avec les terroristes. Ça veut dire que le gouvernement israélien non seulement avait proposé aux Allemands d'envoyer un commando, et ce que l'on peut imaginer, c'est que si ce commando était venu, ce n'aurait été certainement pas pour négocier, mais ça aurait été surtout pour tout faire pour qu'ils ne quittent pas le sol allemand avec leurs otages. Et d'ailleurs, le journal Le Monde lui-même le dit, dans son édition du 7 septembre 1972, tout devait être fait pour que le commando et les otages ne quittent pas le sol allemand. Alors les conséquences, l'État d'Israël, pour montrer l'infaillibilité de ses services et montrer à quel point son long bras pouvait rattraper tous ses ennemis, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, l'État d'Israël va se lancer dans une série de représailles. Alors d'abord contre les membres supposés de l'organisation Septembre Noir ou des commanditaires supposés, réels ou supposés, parce qu'on va se rendre compte qu'un grand nombre des cibles et des assassinats qui vont être commis vont l'être à l'encontre de gens qui n'ont rien à voir avec l'opération Septembre Noir. C'est le moins qu'on puisse dire. On a par exemple Mahmoud Hamshari, qui est le représentant de l'OLP à Paris, qui sera assassiné en 1972, et qui évidemment n'avait rien à voir avec cette opération, qui était un diplomate. Oui. Mahmoud Hamshari. Yes. On aura aussi l'assassinat de Mohamed Boudia, qui était un militant algérien pro-palestinien, qui était plutôt du FPLP, alors que l'opération a été menée par le Fatah.
Septembre Noir est une émanation de l'organisation Fatah, créée et dirigée par Yasser Arafat. On va avoir Koubaïzi aussi, qui est un autre représentant de l'OLP à Paris. Parmi les malheureuses victimes, surtout de ces représailles, on a Ahmed Bouchiki, qui était un modeste serveur de café marocain, un travailleur immigré, qui était à Lillehammer, en Norvège, et qui sera assassiné parce que on l'a confondu avec Salamé, qui était un des responsables supposés de l'organisation Septembre Noir. Ce pauvre serveur, donc Ahmed Bouchiki, son frère est assez connu puisque c'est un des fondateurs de Gypsy Kings. Un certain nombre d'autres personnes vont être assassinées. Jusqu'au début des années 1990, on va avoir aussi encore un représentant de l'OLP à Paris qui sera assassiné. Israël ne va jamais être inquiété pour ces représailles, évidemment, et c'est extrêmement grave puisque la police française ne va jamais ouvrir de dossier judiciaire par rapport à cela. Les dossiers n'ont jamais été alimentés. Il était facile d'imaginer que les pistes menaient à l'ambassade israélienne. Autre conséquence et terrible, celle-ci également, eh bien, ce sont les bombardements sur les camps de réfugiés palestiniens qui vont reprendre de plus belle en Syrie, au Liban, et on estime à environ 300 le nombre de victimes, essentiellement civiles, qui vont tomber, des martyrs qui vont tomber suite à cette opération de représailles. En conclusion, encore une fois, eh bien, l'histoire est faite par les vainqueurs et par les oppresseurs, en l'occurrence, l'État d'Israël, puisque sans aucune précaution, aussi bien des manuels scolaires reprennent cette thèse que des journalistes, que des hommes politiques. La thèse est la suivante: les Palestiniens ont assassiné de sang-froid des Juifs à Munich en 1972, sans autre motif que le fait qu'ils étaient juifs. Alors, on l'a vu, rien n'est plus faux, mais ce qui est grave, c'est que si il est normal que la propagande israélienne reprenne ce narratif sur les athlètes qui auraient été lâchement assassinés de sang-froid, et il est regrettable qu'un certain nombre de personnes, et notamment des personnes liées aux éditions scolaires, eh bien, reprennent la thèse israélienne sans aucune précaution, sans aucune nuance. C'est ce qu'on appelle une forfaiture lorsqu'il s'agit d'historiens qui se dévoient de cette façon. Alors, chers amis, si vous voulez plus de vidéos, et si cette vidéo vous a intéressé surtout, et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à bientôt.